toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour fêter ensemble cet anniversaire, ce 70e anniversaire de notre profession. Alors tout d'abord, en préambule, je voulais vous dire que j'avais pris le parti de ne citer personne, tant le nombre de confrères et de consoeurs qui ont contribué à l'évolution de notre profession était si important et si nombreux que les citer tous était impossible. Donc forcément, j'en aurais oublié, ce qui ne pouvait pas se faire. Excepté pour excuser Jacques Vlemenx, notre président d'honneur, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir. Donc si la massokinésithérapie fête bientôt ses 70 ans de reconnaissance officielle en France, notre art, avant de devenir métier, puis une profession, remonte à près de 5000 ans. Alors on ne va peut-être pas remonter 3000 ans avant Jésus-Christ, bien que notre premier secrétaire général m'ait demandé de tenir jusqu'à minuit. Non, je vous rassure, ça va être un petit peu plus court quand même. Je pense qu'il faut, pour reprendre le célèbre dicton de celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est, nécessite de regarder ce qui s'est passé avant et de voir comment nous en sommes arrivés à ce que nous connaissons aujourd'hui. On sait tous que les Chinois, les Hindous, les Grecs utilisaient déjà les massages, les mobilisations, les exercices respiratoires, et Hippocrate décrivait déjà le massage médical. Les Romains ensuite développèrent les ateliers de massage et la gymnastique dans un but de remise en forme et de préparation, surtout pour les jeux du cirque. Puis ces pratiques furent petit à petit abandonnées. Il faudra attendre la Renaissance pour que les mots massage et gymnastique soient à nouveau cités en tant que technique médicale avec Ambroise Paré. Les premiers ouvrages relatifs à l'utilisation des exercices et de la gymnastique paraissent, et le terme de kinésithérapie apparaît pour la première fois en 1847 dans l'ouvrage du docteur Georgi, Kinésithérapie ou traitement des maladies par le mouvement. Au XIXe siècle, et avec l'industrialisation, les rythmes de travail sont bouleversés et la santé des ouvriers est dégradée. La fatigue ouvrière étant responsable d'accidents et d'absentéisme, des physiologistes et des ingénieurs étudient la physiologie de l'effort afin d'obtenir de bonnes capacités physiques avec un minimum de fatigue. Parallèlement, les militaires développent la gymnastique athlétique et recrutent des moniteurs de gymnastique. Après la défaite de 1870, la gymnastique est rendue obligatoire dans les écoles par décret impérial. Il faut mettre partout, à côté de l'instituteur, le gymnaste ou le militaire, afin que les lycéens, soldats et citoyens puissent supporter vaillamment toutes les épreuves de la patrie. Dans la mouvance du courant hygiéniste des médecins, des gymnastes se déclarent convaincus de l'intérêt en médecine de l'utilisation des agents physiques dans le traitement de certaines maladies et tout particulièrement du massage et de la gymnastique. Le diplôme de professeur de gymnastique est créé en 1850. En 1892, la loi sur l'exercice médical donne aux médecins l'exclusivité de la distribution des soins, leur permettant ainsi de contrôler ces pratiques. Ça vous rappellera sans doute quelque chose. À la fin du XIXe siècle, le sport prend de plus en plus d'importance. En 1896, Pierre de Coubertin fait ressurgir les Jeux olympiques. De plus en plus se pratique l'hydrothérapie, le massage, la gymnastique passive, la mécanothérapie. Grâce à l'influence des arts martiaux, des pratiques orientales, de la gymnastique suédoise et à une meilleure connaissance de la physiologie et de l'anatomie, d'autres secteurs se développent comme la physiologie respiratoire et la mécanothérapie. En 1900, afin d'accroître leur légitimité dans ce domaine, les médecins pratiquant le massage et la gymnastique médicale se regroupent en une société savante, la Société de kinésithérapie. Cette société réclame la reconnaissance d'une nouvelle spécialité, son enseignement par la faculté de médecine et la formation d'aides diplômés qui pourront pratiquer le massage dans certains cas pathologiques bénins sous la surveillance et la responsabilité du médecin. Les écoles privées enseignant le massage poursuivent malgré tout leurs activités, à condition qu'elles soient dirigées par des médecins. Elles forment des masseurs non médecins, entre autres des aveugles. Afin de renforcer sa présence au sein du monde médical, la Société de kinésithérapie s'associe à la Société d'électrothérapie pour créer une nouvelle spécialisation médicale élargie, la physiothérapie. Ça aussi, ça vous dira quelque chose. Les médecins séduits par cette nouvelle spécialité vont utiliser les différents agents physiques de façon systématique sur les maladies de toutes sortes, mais l'absence de fondements scientifiques convaincants, de pratiques stables, ne permet pas l'enseignement de la spécialité à la faculté de médecine.
En 1912 est créé le syndicat des médecins masseurs, et le conflit mondial de 14-18, qui va générer plus de 3 millions de blessés de guerre, qu'il va falloir réinsérer, va faire que la rééducation deviendra obligatoire pour percevoir la pension d'invalidité. Cependant, la formation des rééducateurs est plus que précaire, de 3 à 10 jours. En 1915 est créée une commission interministérielle de rééducation pour organiser la prise en charge des blessés de guerre par la physiothérapie, massage, électrothérapie, hydrothérapie, mécanothérapie. On assiste au développement dans chaque région des services de physiothérapie, mais il y a une pénurie de masseurs et de médecins compétents en physiothérapie par rapport au nombre de blessés. Les soins sont alors réalisés par des aides bénévoles et devant l'insuffisance de moyens humains, on privilégie la mécanothérapie qui permet de faire travailler plusieurs blessés à la fois. Dans la première moitié du XXe siècle, plusieurs professions voient le jour. En 1923, un DE d'infirmier masseur. En 1924, un DE d'infirmier masseur aveugle. En 1932, un DE de professeur de culture physique médicale. En 1937 est présentée une proposition de loi sur la création d'un statut d'auxiliaires médicaux. Elle préconise que les praticiens ne peuvent exercer leur profession que sous contrôle médical et ordonnance descriptive, qualitative et quantitative. 1937. En 1942, un diplôme de moniteur de gymnastique médicale. En 1943, un diplôme de masseur médical. C'est la promulgation de la loi qui va autoriser les titulaires du brevet des capacités professionnelles à pratiquer sur ordonnance médicale descriptive, qualitative et quantitative l'exercice de la massothérapie. La loi du 15 janvier 1943 va organiser les études, fixer leur durée à 2 ans, agréer les écoles. Le programme comprendra l'anatomie, la mécanique articulaire, la physiopathologie, les traitements physiothérapiques et kinésithérapiques, l'hygiène, l'hydrologie, le massage, la gymnastique médicale et la rééducation fonctionnelle. Alors pour ceux qui seraient intéressés par plus de détails sur cette émergence de notre profession et sur le combat entre les masseurs et les médecins, pour une plus grande indépendance pour les uns et pour ne pas perdre leur pouvoir pour les autres, je vous renvoie au livre de Jacques Monnet, La naissance de la kinésithérapie, aux éditions Glyph, ainsi qu'au texte extrait de l'émergence de la kinésithérapie en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui est sa thèse de doctorat en sociologie. Enfin arrive le 30 avril 1946. La loi réunifie notre profession en créant un diplôme d'État de masseur kinésithérapeute et consacre enfin un véritable statut légal pour la profession. La profession de masseur kinésithérapeute est née en même temps que la sécurité sociale. Elle a donc dès lors sa compétence propre, reconnue et énoncée dans un décret de compétence. Les études durent 2 ans. Il faudra pourtant attendre 10 années pour que cessent les mesures transitoires d'autorisation d'exercice. Et par la loi du 10 juillet 1957, le diplôme d'État de masseur kinésithérapeute est donné en équivalence aux titulaires du DE d'infirmier masseur aveugle et aux titulaires du brevet d'État de masseur médical. En mars 1955, une fiche du service santé et services social du Bureau universitaire de statistique et de documentation professionnelle définit la profession, décrit les circonstances habituelles du travail, énonce les principales qualités et aptitudes requises. Le 12 mai 1960, c'est un arrêté qui fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux. En 1962, qui est une date sans doute très importante dans notre profession, c'est la première convention signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les masseurs kinésithérapeutes. Créée en 1945 pour les médecins, la nomenclature générale des actes professionnels est devenue en 1960 l'instrument réglementaire servant à établir les tarifs remboursables des actes par l'assurance maladie. Le 29 juin 1965, les dispositions relatives à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute sont étendues au département d'Outre-mer. Le 25 juillet 1967, c'est la création du certificat de masseur kinésithérapeute moniteur qui permet à ceux-ci d'accéder à la direction des écoles, mais ceci ne sera pas réellement effectif avant l'arrêté du 28 juin 1998. En 1968, c'est la publication d'un arrêté relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au DE de masseur kinésithérapeute et son décret qui allonge la durée des études à 3 ans, allongement demandé par la profession depuis 1953. En 1973, c'est la création du Conseil supérieur des professions paramédicales. La commission professionnelle des masseurs kinésithérapeutes validera la création d'un diplôme de moniteur cadre en place du masseur kinésithérapeute moniteur de 1967
Le 31 mars 1981, l'augmentation de la démographie et des dépenses de santé incite le ministère de la Santé à fixer des quotas d'entrée dans les instituts de formation. Le 26 août 1985, un décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute élargit considérablement le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes. Le 8 septembre 1989, c'est la modification du programme des études. C'est cette même année que commencent les premières expérimentations de PCEMK, portant de fait la formation de certains à 4 ans. Le 14 mai 1991, un arrêté modifie la NGAP en remplaçant l'AMM par l'AMK, soit un cabinet, et l'AMC, soit un centre. Ce dernier est en quelque temps assorti d'un coefficient réducteur de 0,80%, signé par un autre syndicat. Le 4 février 1995, la loi crée l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, mais cette loi sera abrogée par la loi du 4 mars 2002. Le 18 août 1995, un décret abroge le décret du 6 septembre 1976 et crée un diplôme de cadre de santé accessible à toutes les professions paramédicales. Le 8 octobre 1996, un décret relatif aux actes professionnels améliorant encore le champ de compétences du masseur-kinésithérapeute avec apparition du diagnostic kinésithérapique et le libre choix des actes et des techniques. Le champ des compétences des masseurs-kinésithérapeutes s'élargit à la prévention, le conseil et la recherche. Le 22 février 2000, c'est la suppression de la notion qualitative et quantitative de la prescription médicale qui datait de 62, donc 38 ans après. Le 27 juin 2000, un décret confirme le libre choix des actes et techniques, ainsi que le diagnostic kinésithérapique. Ce diagnostic kinésithérapique, qui est sans doute une des avancées majeures pour notre profession, malheureusement mal comprise et pas assez accaparée par les professionnels eux-mêmes, est toujours sous-utilisé. Le 4 mars 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé supprime le Conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et cette même loi reconnaît le titre d'ostéopathe. Elle crée également le droit de prescription pour les kinés, mais il faudra attendre l'arrêté de janvier 2006 qui fixera la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire. En août 2004, la loi relative à la politique de santé publique recrée un ordre professionnel pour les kinés, avec un décret d'application le 7 mars 2006. En 2008, c'est la publication du Code de déontologie. Et je dirais enfin, le 2 septembre 2015, soit 36 ans après le 8 septembre 1989, nous passons de la sélection expérimentale par PCEM à une obligation de formation et sélection essentiellement, prioritairement par PACES, ainsi qu'à l'universitarisation de nos études. Le 26 janvier 2016, c'est la modification dans le Code de santé publique d'une nouvelle définition de la profession. Parallèlement à la réingénierie de notre formation initiale, cette redéfinition de notre profession nous rapproche un peu plus d'une profession médicale à compétences définies. Cette profession médicale à compétences définies que nous souhaitons pour la masso-kinésithérapie est le fondement de la politique professionnelle de la FFMKR. Véritable fil rouge, c'est ce but qui nous anime depuis quelques années et qui guide nos actions auprès des tutelles, mais aussi de la profession, car tous les professionnels ne partageaient pas cette idée au départ, et les premières avancées obtenues n'ont peut-être pas été appréhendées à leur juste mesure par certains confrères. Malheureusement, oserais-je dire. Et demain, que va-t-il se passer ? Demain, je pense que la recherche sera la nouvelle voie qui permettra à la kinésithérapie, sans doute à la physiothérapie, d'acquérir les evidence-based practices nécessaires. L'histoire nous l'a bien montré, à l'obtention d'une filière indépendante. C'est par un enseignement universitaire et une filière recherche que les autres professions médicales à compétences définies ont pu se démarquer et être reconnues comme des professions indépendantes et autonomes. Indépendance, autonomie, c'est un basque qui vous parle. Donc ça me parle. Sérieusement, notre véritable émancipation est à ce prix. Émancipation au sens propre, c'est-à-dire s'affranchir d'une domination. Certains professionnels se sont rapprochés de structures internationales ou en ont créé, toujours dans le but de rapprocher les hommes et leurs connaissances. Je pense à la WCPT avec Jean Boudot, et où la FFMKR n'a depuis jamais cessé d'œuvrer. Je pense aussi à la FIOP, la Fédération internationale des organisations de physiothérapeutes francophones, dont j'aurai le plaisir d'accueillir les membres et de présider l'Assemblée générale à Brest au mois de juin durant nos assises. Nos prédécesseurs ont aussi, et certains encore aujourd'hui, essayé à travers des organismes de santé publique comme l'ANAS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, créée en 1996, remplacée par la Haute Autorité en santé depuis 2004,
ou à travers l'AFREC ou le CMK ou de nombreuses sociétés savantes, de faire avancer qui la recherche, qui les bonnes pratiques. Recommandation de bonnes pratiques, oui, mais pas opposables. Ceci me paraît très important et me permet de faire un aparté. Evidence-based practice, oui. Reproduction à l'identique de méthodes ou de techniques, non. Notre métier n'est pas une science exacte, avons-nous coutume de dire. Eh bien oui, cela reste un art. La médecine, au sens large, est un art. Entendons-nous sur le mot « art ». Il ne s'agit évidemment pas d'expression artistique ou de processus esthétique. Georges Canguilhem, au début de son ouvrage « Le normal et le pathologique », écrivait « La médecine est un art ou une technique au carrefour de plusieurs sciences. Les sciences et les techniques posent des normes dont la médecine se nourrit de manière absolument indispensable en répondant à son besoin de rationalité. Mais ces normes sont des généralités que le praticien mobilise à l'attention d'individus, de cas particuliers. C'est cette adaptation de généralité à des cas particuliers qui fonde l'art médical. Dans cette perspective, d'ailleurs, il faudrait former les futurs praticiens à faire appel non seulement à des savoirs issus des diverses sciences dures, mais aussi à des savoirs issus des sciences humaines, sociologie, anthropologie, psychologie, et de la philosophie, notamment l'éthique, pour répondre à sa vocation première, qui est de soulager la souffrance d'individus tous différents. Si on réduit le corps à une machine, cette machine reste en interaction avec un esprit. En face de soi, nous n'avons pas un corps-objet, mais un corps propre qui est seul à savoir la douleur ressentie, car ce qui s'éprouve dans la passion ne peut apparaître dans l'objectivité, quel que soit l'éclairage que la technique donne. La greffe d'un visage peut être considérée comme un triomphe de la médecine si le corps ou l'esprit du greffé ne rejette pas le greffon. En fait, le patient est semblable à un kaléidoscope qu'on ne sait pas par quel bout approcher sans approcher tous les autres bouts. Comment traiter une multiplicité dont les éléments sont en interaction? Dès le milieu du XXe siècle, des écrivains comme Georges Duhamel et Jules Romain nous ont mis en garde contre une mécanisation et une déshumanisation de la médecine. Dans un petit livre oublié intitulé « Hommes, médecins et machines », l'auteur de Knock écrivait « La médecine est vouée à garder certains caractères qui la distinguent essentiellement d'une science appliquée ou d'une technique industrielle. » Et Georges Duhamel de surenchérir « La médecine exige une invention continuelle. Jamais deux malades ne se ressemblent, même s'ils souffrent de la même maladie. Le diagnostic ne doit pas s'afficher sur l'écran d'un ordinateur dans lequel on a introduit pêle-mêle les résultats d'une kyrielle d'analyse et d'examen techniques. » Notre XXIe siècle, siècle de l'instantanéité, de l'immédiateté, pose moins le problème de la connaissance scientifique que celui de l'écoute, de la compréhension du patient. Je ne souhaite pas que nous passions, au nom de la preuve scientifique, d'un professionnel humaniste à un simple technicien, voire même ingénieur, comme certains se plaisent à nous comparer, qui appliquerait de simples recettes. Le doute est un élément important dans le cheminement intellectuel, car il oblige à s'interroger, à préciser sa démarche et donc à faire preuve de curiosité. L'évolution des connaissances ne doit pas exclure les connaissances de l'histoire de son patient, de ses antécédents, de ses proches. Il ne doit pas y avoir des maladies répertoriées et pour chacune d'elles, un traitement approprié à cette maladie plutôt qu'à celui qui la manifeste. Mais pour cela, il faut du temps pour conserver un rapport privilégié entre nous et notre patient. Ce temps d'échange est essentiel. Le patient doit oser nous confier ses états d'âme, ses questionnements. Il est fini le temps où seul subsistait le pouvoir du médecin sans aucune réciprocité, et le malade restait dans l'obscurantisme et l'ignorance. Cette ignorance le cantonnait dans un état d'infériorité par rapport à celui qui sait. L'origine de la maladie ne réside pas toujours dans le corps physique, mais bien dans une partie de l'être qui renferme ses émotions, ses mémoires, enfouies ou pas, et qui échappera toujours aux investigations scientifiques. Elle ne peut être découverte que par l'écoute du patient, et pour écouter le patient, il faut de l'empathie et du temps. Tout ne pourra pas être diagnostiqué et encore moins traité par la télémédecine ou des plateformes numériques. Quel objet connecté pourra ressentir ce que nous ressentons à travers le toucher? Par quoi pourra-t-on remplacer et analyser le regard du patient pendant un examen? Et ce regard en dit parfois plus long qu'un interrogatoire cerfatisé. Et de même, direz-vous, quel avenir pour notre profession, pour les 70 prochaines années à venir? Plusieurs nouveautés ont vu le jour et ne manqueront pas de modifier notre exercice. L'accès à Internet a modifié déjà les comportements, mais va sans aucun doute encore davantage modifier la relation patient-soignant. Avec Internet, c'est l'information qui arrive de toutes parts, en flux ininterrompu et qui fait croire à une certaine connaissance. Avec Internet, c'est aussi l'e-santé. En 2015, on estime ce marché émergent entre 2 et 3 milliards d'euros et occupe entre 30 et 40 000 personnes en France.
Au-delà de son intérêt pour surveiller sa santé de manière préventive, les Français attendent de l'e-santé qu'elle simplifie leur interaction avec les professionnels de santé. Dans une enquête récente, outre la possibilité d'échanger avec leur médecin en dehors des consultations, souhaitée par 63% des Français, 3 services sont plébiscités. La prise de rendez-vous médicaux en ligne, la possibilité d'avoir un rappel de rendez-vous par mail ou SMS et le renouvellement d'ordonnances en ligne. Si 82% des assurés déclarent qu'il est très important pour eux d'avoir accès à leur dossier médical en ligne, le fameux DMP, seuls 13% des Français y ont effectivement accès. Ce dernier est pourtant indispensable pour une bonne coordination des soins, dans la mesure où il permet de centraliser toutes les informations relatives à la santé d'un patient. Mais la moitié des Français restent inquiets sur la gestion des données. Si 70% des patients accepteraient d'être équipés d'objets connectés médicaux dans le cadre d'une maladie chronique, ils sont 50% à s'inquiéter de ses conséquences sur le secret médical et un tiers à considérer l'e-santé comme une menace pour la liberté de choix. Les associations de patients interrogées dans le cadre de l'étude ne cachent pas leur inquiétude concernant la sécurisation des données. La réglementation doit être clarifiée et renforcée. Ils sont également 63% à estimer que les informations santé disponibles sur Internet gagneraient en intérêt si elles étaient garanties par des professionnels de santé. L'autre changement important qui va modifier nos relations et notre prise en charge est la rentrée des patients dans le système de soins à travers leur présence dans un nombre croissant de structures. C'est aussi la masse d'informations, pas toujours pertinentes ou même vérifiées, qui va inonder le patient, dessaisissant le professionnel de santé de son statut de sachant. Autant le modèle paternaliste qui conférait tout savoir et tout pouvoir aux praticiens vit sans doute ces derniers jours, autant le modèle de l'autonomie du patient omniscient est illusoire. Il s'agit sans doute de promouvoir une co-construction de normes du soin par le malade et son praticien, normes qui évolueront au cours du temps. Aujourd'hui, le thérapeute, qu'il soit médecin, kinésithérapeute ou tout autre professionnel de santé, doit être modeste. Il doit toujours être du côté de la raison, même s'il n'a pas toujours raison. Le métier d'autrefois se transforme en profession, car la technique sans l'éthique n'est plus viable. Au passage, petite différence entre métier et profession, un métier correspond à un travail manuel, technique ou mécanique qui repose sur un ensemble de savoirs incorporés, un savoir-faire qui s'acquiert par l'expérience ou le training, entraînement, répétition, voire routine. Une profession correspond à une activité qui fait appel à des savoirs savants. L'exercice requiert un savoir de plus haut niveau et une capacité d'abstraction nécessaire pour retrouver le général, le principe, derrière le particulier de chaque individu. Cette activité se professe, c'est-à-dire s'enseigne, par la voie de l'explicitation orale des savoirs et des pratiques, ce qui implique une rationalisation discursive de l'action. Cette rationalisation s'opère par le passage à l'écrit, lequel permet à la fois la capitalisation des savoirs et leur plus large diffusion. N'oublions pas que nous sommes à l'ère du socioconstructivisme, à condition qu'il suscite des conflits socio-cognitifs. Ça, c'est pour une personne de l'Assemblée en particulier qui se reconnaîtra. On voit bien qu'on est à la croisée du métier et de la profession, mais l'importance que prendront les stages dans la réforme des études me conforte dans l'idée qu'une des solutions de la transmission des savoirs restera et sera aussi une espèce de compagnonnage. Je n'ai donc aucun souci, aucune inquiétude sur l'avenir de notre profession que nous cherchons tous à défendre, à faire grandir, à faire reconnaître, à émanciper à tous les niveaux où nous sommes les uns et les autres en capacité d'agir. Je vous l'ai dit, je ne peux pas remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette aventure de presque 70 ans. Je voudrais simplement citer ceux dont j'ai reproduit une partie de leurs écrits dans mon discours. J'ai cité Jacques Monnet. Je voudrais y associer Daniel Michon, président du CNKS, qui est présent ce soir, Madame Labonne, qui est directrice de l'IFMK de Martinique, ainsi que l'équipe du CHU de Besançon. Je n'oublie pas non plus le personnel de la Maison des Kinés, qui s'est occupé de l'organisation de cette soirée et que je remercie très sincèrement. Je voudrais aussi remercier les sponsors qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Vous les avez sur les diapos, la PMKR et la MACSF, les laboratoires Pierre Fabre, physiothérapie.com et physiojob.com. Je pense qu'il est grand temps de se retrouver autour du buffet pour être prêt à fêter dans quelques minutes les 70 ans de la massokinésithérapie. Je vous remercie. Avant de passer à la suite, juste je vous donne le petit programme de la soirée. Vous aurez donc un cocktail dînatoire jusqu'à 22h avec 3 animations surprises. Et à partir de 22h, c'est soirée dansante et cocktail party et la fermeture à 2h. Je vous remercie.